Chapitre 24. Du carburant à vil prix. Ils parcoururent la moitié du lagon à la nage et marchèrent jusqu'à la plage dans l'eau transparente. En évitant les colonies pétrifiées des madrépores qui dressaient autour d'eux leur architecture baroque, ou remuaient les petits crabes roses entourés d'algues et d'étoiles que la marée avait laissés là en se retirant. Con avait l'intention de prendre possession, avec l'aide de Méhéva, avant de rentrer à Papette, d'un des coins les plus secrets de l'île, où il était venu seul, 6 mois auparavant. Il n'y avait qu'un accès à cette source cachée au fond de la vallée de Veta qui avait inspiré, selon la tradition orale transmise à Méhéva par son ethnologue allemand, à l'auteur inconnu du Dieu sans fin, ce chant dont on n'entendait plus que des bribes sur les lèvres des vieux récitants que la mémoire n'avait pas encore entièrement abandonné. Ils durent suivre pendant 1 heure le lit pierreux d'un torrent, dans un tunnel de dahlias entouré autour des troncs des grands palétuviers et des banyans. Sous des arbres dont les branches ressemblaient à de longs et minces champignons surmontés de couronnes roses. La végétation était si épaisse qu'elle étouffait la voix du torrent sous un toit et entre des murs formés par les lianes qui se rejoignaient d'une rive à l'autre. C'était sur ces lianes de pureaux que les dieux de jadis faisaient sécher la peau des victimes humaines qu'ils avaient reçues en offrande, avant de s'en revêtir, peintes en rouge et en jaune, leur couleur préférée. Con ne s'attendait pas à trouver dans son antre le dieu sans fin lui-même, puisque son unique effigie terrestre reposait dans une vitrine au musée de Heidelberg. Mais la beauté du lieu ne pouvait être que celle du disparu, qui s'en était astucieusement dépouillé avant d'être enlevé, si bien que régnait sur ces eaux pures une magie que rien n'avait encore démystifiée. La source montait de ses profondeurs dans un bouillonnement blanc, où s'esquissaient pour disparaître et renaître aussitôt les ombres emmêlées des papayers parmi les jasmins et les dahlias. Plus haut, les tecs dressaient au-dessus des bouquets géants de fougères, aux panaches grèges, leur cuir au reflet de bronze et d'or, dans une profusion de plantes inconnues, aux longues feuilles bruns et noires, comme à demi calcinées, marquées de tous les feux éteints des profondeurs volcaniques qui les avaient fait naître. Les rocs touchés de mousse dont l'épaisseur de basalte se faisait traverser, par quelque grâce du Dieu, de minces et fragiles tiges aux fleurs de soufre, montaient leur garde au-dessus des galaxies de gouttes d'eau, où tremblaient des arcs-en-ciel. Des nuages de papillons palpitaient au-dessus du rocher royal, celui du sommet, où fut célébré jadis, ainsi Méhéva, le mariage du Dieu sans fin, avec la première femelle sortie du Noa-Noa, la grande mer profonde. C'était de ces noces qu'étaient nés certains atolls, bien qu'on ne pût dire lesquels, car leurs noms révélés eussent aussitôt entraîné leur destruction par des marées terribles. Il ne restait plus sur le rocher royal où se dressait jadis le tiki qu'un épais tapis de pollen violet tombait des baratanes. Ils avaient de l'eau jusqu'aux hanches, et pour permettre à Con de terminer l'esquisse de Méhéva, qu'il avait interrompu avec tant de précipitation et d'égoïsme 2 heures auparavant, ils durent grimper jusqu'à la forêt de bambous qui entourait le roc royal de ses coiffes de plumes blanches. Con avait retrouvé toute son inspiration. Lorsque Méhéva eut enlevé son paréo et se fut placé devant lui à 4 pattes, de façon à s'ouvrir à son génie, il s'engagea dans le paysage avec ce sentiment de gratitude infinie dont sont nés tous les vrais dieux, ceux dont les légendes ont servi à créer les hommes. Il œuvrait avec un tel feu qu'en quelques minutes, Méhéva l'inachevé sortit de l'état d'esquisse dans lequel il l'avait laissé sur la plage. Et ils s'élevèrent tous les deux au sommet de cet accomplissement, qui avait peut-être pris une autre forme, et plus durable, chez Giotto ou Masaccio, mais dont le bonheur d'expression n'avait rien à envier à tous les chefs-d'œuvre de la Renaissance. La seule question qui pouvait se poser encore était comment transformer ces minutes de perfection en une civilisation. Con était depuis longtemps hanté par l'idée que, chez les écrevisses, la durée de l'orgasme était de 24 heures. En descendant, il eut la surprise d'apercevoir entre les tuyaux et les papayers une forme blanche. Retroussant sa robe, tenant dans une main un filet à papillons et dans l'autre une valise, le père Tamil remontait avec une agilité physique digne de l'autre, spirituelle, le torrent qui lui arrivait aux genoux. À la vue de Cône, il s'arrêta, bouche bée. Nom de Dieu. Dit
dit-il simplement, et sur les lèvres d'un religieux, cette expression ne pouvait signifier autre chose qu'une profonde agitation de l'âme. « C'est donc vous ?»« C'est moi », dit Con avec satisfaction, car il lui arrivait si souvent de se perdre parmi ses impostures qu'il était parfois rassurant pour lui de se sentir confirmé dans son existence. « Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous paraissez affolé. »« Il ne m'arrive rien, » dit le dominicain, « mais quelque chose se passe là-haut sur ces rochers. J'ai entendu des hurlements de bêtes égorgées. On eût dit un sacrifice humain. » Ce qui n'est pourtant plus guère pratiqué dans ces îles. « Oui, » dit Con, avec un soupir. La vraie foi se perd. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut ? On était en train de faire l'amour, mais Eva et moi, dit Con. Le dominicain parut impressionné. Et vous gueulez toujours comme ça quand ça vous prend ? Con baissa les yeux modestement. Debout dans le torrent, mais Eva arrangeait ses cheveux, en chantonnant. Le torrent l'accompagnait de sa voix rocailleuse. Qu'est-ce que vous foutez là ? Avec une valise et un filet à papillons ? Demanda Con. Je suis venu administrer l'extrême-onction au vieux chef Viriamou, au village. Et comme on m'a dit qu'on trouve dans ce coin des papillons différents de ceux qu'on voit ailleurs dans l'île, j'ai décidé de joindre l'agréable à l'utile. Monsieur Con, vous ne devriez pas hurler comme ça. Il faut tout de même laisser quelque chose aux bêtes. Il les regarda disparaître dans les profondeurs végétales, debout au milieu du torrent, la robe retroussée, serrant sous un coude la valise qui contenait les objets sacrés et le filet à papillons. Il remonta ensuite le courant jusqu'au rocher du Dieu sans fin et se dressa au sommet sous les fougères arborescentes et les bambous empanachés, à l'emplacement même où le tiki du Tout-Puissant recevait jadis les offrandes en échange d'une protection qui n'épargna pas à Tahiti le triomphe des dieux mieux équipés. Le père Tamil ouvrit la valise, en sortit le VHF et le posa sur le rocher. Avec les masses pierreuses alentour, les ondes hertziennes avaient besoin d'encouragement. Il ouvrit son filet à papillons, tira l'antenne et la fixa sur l'appareil. Il régla la fréquence et établit le contact. Quelque chose dans les propos du dominicain avait frappé confusément Con, qui roulait sur sa moto vers le village de Pioti, avec Meheva qui l'enlaçait tendrement, la joue appuyée contre son dos. « Qu'est-ce qu'il a dit, au juste, le domino ?» demanda-t-il. « Il a donné l'extrême-onction à quelqu'un ? C'est le vieux Viaramu, le chef du village, qui est en train de rendre l'âme. »« Amen, » dit Meheva, pieusement. Con se foutait en rogne chaque fois qu'il entendait l'expression « rendre l'âme ». C'était fait depuis longtemps. Les gens devraient tout de même connaître leur histoire, même s'ils ne lisaient pas les journaux. Il comprit brusquement pourquoi la phrase de Tamil lui avait paru bizarre. Comment ça se fait qu'il lui a administré l'extrême-onction, celui-là ? Viriamou est mormon, non ? Je ne sais pas. Il s'est peut-être converti. L'idée d'un chef tahitien mormon était déjà triste. Mais celle d'un chef tahitien déjà converti par les mormons et reconverti cette fois au catholicisme, avant de rejoindre ses ancêtres maoris, parut à ce point déprimante à Con qu'il décida de se remonter le moral. On va faire le plein. À Pioti, une cinquantaine de villageois groupés autour d'une case lui indiquèrent par leur présence l'emplacement du poste d'essence. Il arrêta la moto et attendit. « Les vieux ici ont la vie dure, » remarqua-t-il. « Je me demande si on ne ferait pas mieux d'embarquer la moto sur le truck de Papette. »« Pourquoi ? J'ai presque plus de carburant. » Mais Eva ne comprenait plus rien. Et alors, qu'est-ce qu'on attend ? Que le vieux Viaramu rende l'âme, comme tu dis. Comme ça, on pourra faire le plein. Le plein ? Le plein d'essence. Je te l'ai déjà expliqué, non ? Quoi ? Qu'est-ce que tu m'as expliqué ? Con prit son envol. Je t'ai dit 20 fois que cette moto a un moteur tout à fait moderne. On y travaillait, depuis toujours, mais cette fois, ça y est, c'est au point. Je ne sais pas si c'est les Russes qui y sont arrivés les premiers, ou nous, en Europe, ou les Américains. La guerre fait toujours faire des progrès à la technologie. Mais enfin, ce qui compte, c'est que c'est au point. Tout à fait au point. Ça tombe encore un peu parfois en panne. On s'est un peu trop dépêché de mettre ça sur le marché. Il y a des fuites. Il y a même des types qui écrivent encore des poèmes. Il y a encore des déchets, des sous-produits culturels. C'est pas encore parfait, mais ça marche.
Les Japonais ont foncé bille en tête avec Honda, puis les Chinois, avec leur révolution culturelle. Alors voilà, il caressa le réservoir de la moto. C'est là-dedans. Parce que le truc, que vous autres sauvages vous appelez âme, ça n'a rien de spirituel. C'est seulement une énergie. Quand c'est à l'intérieur, comprimé, ça pousse. Ça cherche à se libérer, à monter. C'est comme la vapeur dans la marmite de Papin. Une force ascensionnelle formidable. Ça fait tourner le moteur. C'est beaucoup plus puissant que l'énergie nucléaire. Et puis c'est pour rien. Il n'y a qu'à ramasser, enfermer, ça tourne pendant l'éternité. Il suffit de changer de temps en temps les pièces usées. La science moderne est parvenue à ses fins. J'ai acheté cette moto avant de foutre le camp. C'est une des premières sur le marché, alors voilà. Quoi voilà? En claquant, le vieux Viaramou va libérer son énergie. J'ai là, dans ma moto, un dispositif Mathieu Cohn prêt à la capter. Il suffit de le placer à moins de 100 mètres de la source d'émission. Tu vas voir. Au bout d'une demi-heure, la fille de Viaramou sortit du Pharet en riant pour annoncer aux villageois la bonne nouvelle. Son père était mort. Il était parti rejoindre ses ancêtres maoris dans cet atoll céleste, d'où seulement quelques gouttes de jouissance étaient jadis tombées sur la terre, un jour de pluie. Cohn démarra. « Tu te fous de moi ?» constata Méhéva. « Mais non, tu vois bien, j'ai fait le plein d'essence. Oh, ça va !» Cohn n'insista pas. Cette fille vivait dans une heureuse ignorance du pas de géant accompli par la civilisation pour réaliser, en cette fin de siècle, ce que prêchait Mao, la transformation de l'énergie spirituelle en énergie matérielle. Ils passèrent la nuit devant le monument du roi Pomaré, dans un tunnel de caféier noir, sous des pureaux emmêlés, ces pureaux dont les branches étaient la ceinture préférée du dieu sans fin. Cohn avait un faible pour le roi Pomaré, qui avait fini ses jours dans une ivresse heureuse. Son tombeau était veillé par un temple protestant, ce qui expliquait pourquoi les indigènes considéraient le terrain qui l'entourait comme lépreux. Celui qui y mettait le pied ne pouvait manquer de contracter le mal terrible. Sur le toit du tombeau royal, il y avait une urne en forme de bouteille de rhum, suprême hommage à la mémoire du souverain. Gauguin avait une lettre d'introduction pour Pomaré V, mais Sa Majesté venait de succomber à la cirrhose du foie. Le peintre arriva à temps pour décliner l'honneur de décorer la chambre funéraire où reposait le corps du roi, revêtu de son uniforme d'amiral français. Gauguin avait écrit à son ami Monfreid: « On ne m'aura pas permis de peindre au-dessus du catafalque une Bible et une bouteille de rhum, l'un expliquant l'autre. » Je leur ai donc dit: « Non merci. Tu vois que je sais encore être poli. »